Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo. Et bien cette semaine, on fête un bel anniversaire, figurez-vous, 40 ans d'une franchise ultra connue. Si je vous mets cette petite musique, est-ce que ça vous parle ? On a les premières notes. Et là, mais j'ai deux invités qui me regardent en me disant « Je crois que je connais la réponse qui vient de s'afficher derrière nous ». Et pour parler évidemment des 40 ans de The Legend of Zelda, on accueille un petit nouveau ici, Sifano. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de t'accueillir. Alors pas en terre d'Hyrule, désolé. C'est pas grave. Ça ira quand même. Oui, tu vas la faire venir à nous. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Ouais, créateur de contenu, plein de grosses spécialités quand même. Sur Oui, Nintendo et sur Zelda. Oui, petite un spécialité. peu beaucoup. Ça a toujours été ma licence de cœur et voilà, c'est aussi pour ça que les gens me suivent. Donc je suis très content d'être là pour en parler. Et c'est pour ça qu'on t'a fait venir. Ouais. Toutes ces connaissances, ça Voilà. fait plaisir. Et face à toi, un autre spécialiste Nintendo qui était déjà venu et qui est ravi de ne plus être le bleu de cette émission. Tout à fait, ça y est, je ne suis plus le Rocky officiellement. Paul, alias Tamalou pour les intimes. Comment ça va ? Très bien, je suis très content une fois de plus aussi d'être là. D'autant plus que là, effectivement, on va parler de Zelda qui est aussi l'une de mes licences de cœur. Donc forcément, je suis ravi. Je vous ai mis tous les deux là sur un sujet facile. Il n'y a pas de piège cette semaine. Normalement, ça devrait aller. Et voilà, on va parler des 40 ans de ce petit jeu sorti en 1986. Ça, c'est pour les plus vieux d'entre nous qui étaient là, donc comme moi, pour voir le premier jeu. On va remonter le temps, messieurs, dans cette émission pour expliquer pourquoi on parle encore de Zelda 40 ans après. Pourquoi est-ce que chaque jeu qui s'annonce est une folie furieuse ? Alors, on a un paradoxe. C'est que normalement, il y a eu des annonces pour les 25, pour les 30, pour les 35. Pour les 40, on les attend encore. Sifano, qu'est-ce qui se passe ? On attend, on va voir. Est-ce que tu y crois ? On va avoir des annonces. J'y crois, peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'ils vont laisser passer l'anniversaire Mario d'abord et peut-être en parler un petit peu plus tard. J'ai du mal à croire qu'ils vont rien faire. Après, est-ce que ce sera du collector, du remake, du jeu qui revient sur le Switch Online, je ne sais pas, mais j'ai du mal à croire qu'ils fassent rien du tout. Et puis il y a le film aussi, alors peut-être qu'il va y avoir ça. J'espère qu'on méritera mieux qu'un film. On va remonter le temps avec toi, Tamalou. Ouais. Quand on est en 1986, Nintendo s'est fait un nom avec Donkey Kong, avec Mario. On est sur des univers complètement différents. Et arrive, tadam, un petit bonhomme qui nous rappelle un peu Peter Pan sur les bords. Link qui déboule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire en 86 ? Pourquoi on nous envoie soudainement The Legend of Zelda ? Mais c'est vrai que c'est un peu un ovni quand il sort. Alors, il y a eu quelques sources d'inspiration. Shigeru Miyamoto qui a créé Zelda et Mario, en passant, juste à l'époque, en 1986, a souvent dit qu'il s'était inspiré d'Adventures, qui était sorti sur Atari 2600, par exemple. Donc, il y a différentes sources d'inspiration. Il y a Le Seigneur des Anneaux, il y a Indiana Jones, il y a tout ça qui est mélangé. Et en fait, on va arriver avec un jeu où on a une vue du dessus, où on va se déplacer librement dans un monde. C'est l'un des premiers open world techniquement. On peut, maintenant, le terme est utilisé à tort et à travers, mais là, c'est l'un des tout premiers. Et on voit à quel point c'est une formule qui est encore très efficace, puisqu'on a, par exemple, The Binding of Isaac qui a repris ce système-là plus tard avec les donjons. Donc, c'est un jeu qui est un ovni à l'époque. On ne sait pas ce que c'est. Nintendo, je pense, ne sait pas non plus ce que c'est. Et c'est pour ça, d'ailleurs, derrière, on voyait The Legend of Zelda 2. La suite n'a rien à voir avec le premier parce qu'ils ont sorti un premier jeu. Ils sont allés dans une direction qui a surpris tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de cette licence The Legend of Zelda ? Il y a plein de choses. Alors, Miyamoto, tu as dit, qui est derrière ça. Lui, il a envie de s'inspirer des campagnes de sa jeunesse. Moi, je vois surtout Peter Pan, Sifano. Ouais, il y a un petit... Qu'est-ce qui fait le charme de ce premier Je pense Zelda ? que c'est l'appel à l'aventure, en fait. C'est la liberté, l'appel à l'aventure, les musiques, évidemment. Mais je pense que c'est un ovni à l'époque parce que déjà, c'était un jeu qui était plus long que la moyenne. Tu pouvais sauvegarder, ce qui était quelque chose d'assez unique à l'époque. On ne mesure pas à quel point la sauvegarde, à l'époque, c'était la révolution. Exactement. Et puis, en fait, ils ont développé conjointement Mario et Zelda. Et en fait, il y a quand même, je trouve, même si les jeux sont très différents, il y a des petits parallèles. Tu as deux héros avec des tenues très colorées. Ils doivent sauver une princesse d'un gros monstre. Enfin, il y a quand même, je trouve, des petits parallèles. Juste, il y en a un qui est devenu un platformer, l'autre un jeu d'aventure. Mais ouais, je pense qu'ils ont réussi à faire deux univers très forts. Et c'est pour ça que 40 ans après, on y joue encore. Alors, la Triforce, c'est un peu le cœur de toute la saga. C'est pareil, il y a un sujet un peu dans l'air du temps, tu l'avais dit. Tamou, on est dans l'époque des Donjons et Dragons, les années 80. Ouais. On ne le répète pas assez avec Stranger Things, sans doute. Est-ce que tu peux me résumer le cœur
de l'idée de Zelda. C'est pas juste un monde ouvert où on se balade avec une petite épée. Je pense qu'il y a une inspiration des mythes arthuriens, en fait, avec ce Graal qu'on essaie de chercher. La Triforce, c'est un peu ce même symbole, je trouve, à savoir que c'est quelque chose qui réunit à la fois courage, force et sagesse. Donc, on va essayer de l'atteindre, on va essayer de le trouver et faire en sorte surtout que les mauvaises personnes ne mettent pas la main dessus. Parce que c'est surtout ça la finalité à chaque fois de notre héros, c'est faire en sorte que ce pouvoir ne tombe pas entre les mauvaises mains. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, hein. Bien sûr. Donc, forcément, il y a toute cette notion-là. Et la Triforce, je dirais que c'est le symbole aussi de la fin de l'aventure, quelque part. Ça marque aussi souvent la fin et c'est très visuel, donc ça Ouais. parle bien. Non, c'est clair. Stefano, ouais, tout va par trois, on a l'impression dans Zelda. Souvent. On a 3 personnages principaux. Oui, On a- parce que tu apprendras beaucoup plus tard dans le développement du lore qu'en fait, il y a toute une mythologie autour de ça et que les 3 protagonistes sont souvent liés en réalité et représentent chacun un bout de Triforce. Mais c'est vrai que oui, c'est un peu le Graal, comme tu dis, et ça arrive très souvent à la fin du jeu. Elle apparaît souvent à la fin du jeu, alors soit complètement, soit ils utilisent son pouvoir à travers la princesse, mais c'est un peu le symbole, même si ces dernières années on la voit un Mm. peu, peu moins, je trouve, mais ça reste le symbole de la licence. On va remonter le temps, on va voir en effet qu'il y a une petite évolution là-dessus. Mm. On considérait que Link, c'était le symbole du courage, ce gentil villageois qui n'avait rien demandé à personne et qui se retrouve guerrier à devoir aller sauver Zelda, la princesse, et évidemment le méchant Ganon, la force, Mm. tout en finesse. Il y a quelque chose de très rigolo, c'est que ça s'appelle The Legend of Zelda, mais le héros est Link. C'est quelque chose qui marquait ça au lancement, c'est-à-dire que pendant longtemps, les gens n'avaient pas compris que Zelda n'était pas Link ou que Link n'était pas Zelda. Ouais. Et que c'est un des rares jeux où le personnage principal, en fait, est un second, un peu en arrière, quoi. Mais c'est assez logique que ça s'appelle The Legend of Zelda, dans le sens où notre protagoniste, Link, est en retrait. Il est là pour incarner le joueur. C'est ça. à la fois le personnage principal, mais pas tout à fait, dans le sens où C'est ça. il n'a pas vraiment de personnalité. Il incarne le joueur, il est là pour le représenter. Et Zelda, au contraire, on va dire à chaque fois, c'est la finalité aussi. Oui, parce c'est que souvent d'elle que tout, Mm. tout se résout. Souvent, à la fin des jeux, elle peut apporter le dernier coup de pouce avec un pouvoir, quelque c'est chose. ça. Donc en fait, c'est indirectement le personnage principal quand même aussi. C'est souvent l'élément déclencheur de la Mm. quête. Il faut aller sauver Zelda. Et la résolution de l'intrigue passe par le fait de l'avoir sauvé, de récupérer la Triforce en Ah. passant. Comme on Alors, dit. ce qui est rigolo, c'est que Zelda, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, ce n'est que le prénom de ce personnage. On sait qu'il y a eu beaucoup de noms. En fait, c'était un hommage à la femme de Francis Scott Fitzgerald, pardon. Je me trompe de Francis, l'écrivain américain. Et Miyamoto avait craqué sur le nom et donc a donné le nom de son héroïne, le nom de cette femme-là à son héroïne. Il y a autre chose. Tu en parlais de la musique, Ouais. Sifano. Cette musique que tout le monde a en tête, que l'on connaît tous par cœur, même ceux qui ont très peu joué à Zelda, elle est inspirée d'un morceau qu'on connaît tous et qui reste énormément en tête. Ouais, en fait, au départ, l'anecdote, c'est que la musique d'origine, ça devait être le Boléro de Ravel. Et je crois qu'il y a eu des problèmes de copyright, de droits Oui. d'auteur. Et en fait, au dernier moment, ils ont demandé à Koji Kondo de créer une autre musique. Et donc, c'est au dernier moment, je sais pas, en quelques heures, je crois, il a composé ces Dans la quelques nuit, notes. Voilà, ouais, c'est ça. Et c'est resté. C'est quand même énorme cette musique On aurait pu ne jamais l'avoir. qui est devenue tellement, tellement emblématique. Pourquoi est-ce que ce jeu inspire autant ? On fait beaucoup de références. Alors, visuellement, oui, ça a un petit peu évolué depuis, mais il a marqué à son époque. Pourquoi est-ce qu'il a autant marqué ? Mais c'est ce qu'on disait. Il a apporté quelque chose de... Alors déjà, il y avait effectivement la notion de sauvegarde, parce qu'à l'époque, beaucoup de jeux se faisaient sur arcade, et c'était aussi Nintendo qui se lançait dans les consoles de salon. Donc je pense que c'est aussi assez lié à ça, au fait que de plus en plus, le jeu vidéo devenait quelque chose dont on s'emparait chez soi, où on pouvait vivre une aventure. Dernièrement, des aventures qui ont marqué, on a The Last of Us, on a des choses comme ça qui sont très narratives. Pour l'époque, The Legend of Zelda est un jeu aussi narratif, puisqu'il nous raconte une histoire à travers la sauvegarde. Il y a vraiment un objectif, une quête. Et je pense que ça a beaucoup marqué à une époque où le jeu vidéo nous demandait principalement, je ne dis pas que c'est le cas pour tous, mais de faire des actions assez simples. Et c'était plus le gameplay qui guidait. Là, il y avait vraiment quelque chose qui nous était raconté. Et je pense que ça a beaucoup marqué. Après, au fur et à mesure des années, la licence a tellement évolué parce qu'elle est protéiforme. C'est vraiment, pour le coup, je pense, l'une des licences qui s'est le plus réinventée. Oui. On parle souvent de Nintendo qui fait la même chose, Zelda, Mario, mais prenez le premier Zelda, prenez le deuxième, prenez Minish Cap, prenez Wind Waker, prenez Twilight Princess, prenez Breath of the Wild. Les jeux n'ont rien à voir, Rien à voir. dans plein On d'aspects. comprend l'univers, mais c'est vrai que visuellement, tout...
ça suit l'évolution. Est-ce que ça a suivi l'évolution aussi de son temps, ou c'était en avance? Bah, il y a quand même des jeux, Ocarina of Time par exemple, pour l'époque, c'est un chef-d'œuvre. On va y Donc, arriver, ouais, le Ocarina. passage à la 3D, Mmh. ouais, moi je trouve quand même qu'après, chaque jeu a eu sa patte. Effectivement, un Wind Waker par exemple, très différent d'un Twilight Princess, Mmh. mais ils ont toujours su, je trouve, donner une DA qui était extrêmement forte. Un Skyward Sword va avoir ce côté un petit peu plus doux par rapport à un Twilight Princess, mais pour autant, il va raconter une histoire très puissante à côté. Donc en fait, chaque jeu, je trouve, c'était ça la force, c'est que juste à l'évocation du nom, on a tout de suite l'image en tête parce que tous les jeux sont différents, tous les jeux ont Mmh. leur patte et leur identité. Alors, tu l'as dit, là, on va arriver aux années Et j'ai avancé un peu. 80, mais tu as complètement bien fait. C'est vrai que dans les années 80, on a le 1, mythique, Oui. le 2 qui arrive, Mythique aussi. qui est mais mythique Qui aussi. était mon premier Moi, Zelda, je vous disais tout voilà, à l'heure. moi, J'ai commencé ça a avec bien ça. commencé. les deux premiers, nous, c'était... Enfin, bah, moi, je suis un peu plus vieille que ces messieurs. Et ça a été mon premier jeu aussi, Ouais. avec les Mario, les Zelda, et c'était quelque chose d'assez extraordinaire. On mesure des années après la difficulté du moindre saut, de la moindre attaque. Petite, on en parlera un peu plus tard, mais truc très drôle, Link est gaucher au départ. Oui. Link est gaucher, et tout bêtement parce que c'est mieux en 2D. Et il changera, vous le savez, quand est-ce Oui. qu'il changera? Twilight Princess sur la Wii. Voilà, à cause... À cause de la Wiimote, parce que plus de gens étaient droitiers et parce que c'était le mode miroir aussi. Il y avait un mode miroir entre la version GameCube et la version Wii. Mais c'est un gaucher à l'origine. Ouais. Exactement. Miyamoto, tu parlais de narration, c'est drôle parce que Miyamoto disait qu'il voulait un jeu où on est plein de liberté et pas trop axé sur la narration. Sauf qu'il y a quand même un petit peu de narration dans Zelda. Est-ce que ça arrive plus dans les années 90 avec la 3D, justement, avec la possibilité de faire visuellement plus de choses? Tu parlais d'Ocarina of Time, Ouais. Sifano. On considère souvent que c'est un jeu marquant dans la franchise. Pourquoi? On a une demi-heure. Et on Non, fait il l'émission est, que sur Ocarina of ah, il est Time. il est marquant déjà parce que, comme je disais, c'est un bijou technique. Pour l'époque, Mm. c'est vraiment fou. Il est marquant parce que c'est vraiment le point central de la saga qui va derrière amener à tout un tas d'histoires et de futurs alternatifs, on peut dire. Il est marquant parce que c'est aussi la première fois qu'on introduit Ganondorf, qui est vraiment la forme humaine de Ganon et qui a ce côté un peu plus réfléchi. Voilà, il a ce côté vicieux, il complote un petit peu dans le dos du roi. Donc, Est-ce que il y tu a- peux nous expliquer, je fais juste une parenthèse Ouais. vite fait pour les gens, parce qu'en effet, dans Zelda, on parle de Ganon en méchant, Ouais. et soudainement, il y a des Ganondorf. Et il y a Ouais. souvent, les gens ont confondu en pensant que Mm. c'était juste une évolution du nom, c'est bien deux aspects différents. Ouais, c'est ça. Ganon, en fait, c'est la forme humaine, la forme Gerudo, pour être plus précis, Mm. de Ganon. Et ensuite, quand il laisse exploser sa puissance, il se transforme en Ganon, qui est la forme plus bestiale et moins maîtrisée, on va dire, du personnage. J'aime bien le côté moins maîtrisé. Un peu. Mais oui, donc Ocarina, Tamalou, t'es d'accord aussi, toi? Oui, non, Charnière ou pas? c'est charnière. Ben déjà, il sort peu de temps après Super Mario 64, qui Ouais. déjà a redéfini ce qu'était la 3D, a mis en place un certain nombre d'éléments. Et encore une fois, tout à l'heure, tu parlais du fait que Mario et Zelda étaient Ouais. souvent développés côte à côte. Cool. C'est le cas aussi. Ouais. En fait, et dans énormément d'opus, on le retrouve d'ailleurs, c'est très intéressant de voir ça au fur et à mesure de l'évolution de la saga. Mais il a inventé tout un langage du jeu d'action-aventure en 3D. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu d'action-aventure en 3D? Et on parle, enfin, après on peut rentrer dans les détails, mais par exemple tout ce qui concerne l'autolock, le fait de Mm. cibler son ennemi pour qu'il soit au centre de l'action, c'est quelque chose qui a été inventé par Ocarina of Time et qu'on retrouve maintenant encore. Donc On trouve partout aujourd'hui. Oui. et ça date de c'est 98 je crois 98, hein. chez nous. Enfin, faut quand même se rendre compte aussi de ce que c'était pour l'époque, sans compter les musiques aussi, sans compter l'atmosphère, l'ambiance. Ça permettait à tout cet univers onirique qu'on s'était imaginé et qui était de plus en plus, on va dire, bien dépeint dans A Link to the Past et autres, ça permettait, je trouve, qu'on ait vraiment cette immersion dans cet univers. Et arriver sur la plaine d'Hyrule comme ça, enfin, quand on sort de... À l'époque, il faut quand même voir qu'on est à la fin des années 90. C'est Ouais. pas aujourd'hui avec les moteurs. Ah, moi, ça marche toujours sur moi. Je sors, Ça marche toujours? Ah ouais, ouais. Vous faisiez un parallèle tous les deux avec Mario. C'est vrai qu'il y a une espèce de Ouais. de Et parallélisme souvent, encore sans aujourd'hui, arrêt. hein. Voilà, et Mm, aujourd'hui, Zelda, c'était considéré comme un jeu d'aventure. Est-ce que c'est... Et Mario, quelque part, comme souvent une leçon de game design et choses. Est-ce que c'est vrai? Ou qui profite à l'autre? Quel est le plus game design des deux, finalement? C'est compliqué pareil. parce que c'est deux approches différentes. En tout cas, c'est sûr que les deux vont se nourrir, je pense, dans la réflexion, dans le fait de... Enfin,
Il y a tellement d'éléments, on le voit dans le développement. Je sais que par exemple, à un moment donné, dans Ocarina of Time, on en parlait, ils avaient pensé mettre les chompes de Mario qui gardaient l'entrée du château d'Hyrule. Le crossover. Il y a déjà eu en plus dans C'est ça. Link's Awakening, Link's Awakening. où il y a des petits personnages de Mario qui sont. De Mario qui se balade. Oui, bien sûr. Et puis tu as des références. Dans Ocarina, Talon, qui est le fermier, c'est le sosie de Mario quand même. Oui. Donc ouais, il y a plein de refs. Tu veux dire qu'il est passé de Et plombier il y a même une fermier. ref encore plus grosse dans Majora's Mask où tu as le vendeur de masques. Dans son dos, il a un masque de Mario. Je m'en Ils souviens font des clins même d'œil comme plus ça. Mais justement, on va parler de Majora's Mask parce qu'on arrive aux années 2000. C'est pareil. Alors 2000, ça va être l'avalanche. Oui. Ouais. Ça va être l'avalanche de jeux. C'est bien. Autant avant, c'était bien. On en avait une fois de temps en temps, c'était déjà bien. On avait le temps de les faire. Qu'est-ce qui se passe dans les années 2000 à partir de Majora's Mask qui arrive? Alors là, on passe dans un autre délire. On parlait de changement. Tamalou, là. Non, mais en Pour ceux fait, qui ne connaîtraient pas Majora's Mask, c'est très particulier, mais Majora's Mask, déjà, il faut savoir que c'est une sorte de défi qui a été lancé à Eiji Aonuma par Shigeru Miyamoto, parce que Eiji Aonuma ne voulait pas faire, on va dire, une version Master Quest, une version deluxe de Ocarina of Time, qui devait s'appeler Ura Zelda, enfin bref. Il voulait pas faire ça, et donc Miyamoto lui a dit « Ok, à ce moment-là, tu as 1 an pour faire un nouveau Zelda ». Et en 1 an, il a fait Majora's Mask. en un an. En un an à peine, et maintenant, quand on voit les jeux qui prennent de plus en plus de temps, Quand on voit le temps qu'on attend aujourd'hui à Ouais. Zelda, surtout quand on voit à quel point, alors certes, il reprend le moteur, parce que c'est logique en même temps, en 1 an, Ouais. mais à quel point la proposition est différente. Mais c'est c'est rien à déjà, voir. c'est déjà un virage qui était... on dit souvent que ça commence avec Majora's Mask, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça commence déjà avec Link's Awakening, qui lui-même s'inspirait beaucoup de Twin Peaks. Donc il y avait déjà toute cette atmosphère un peu irréelle, surréaliste, qui était mise en place dans ce premier jeu. Link's Awakening qui est 7 ans avant. 7-8 ans avant. C'est 93, je crois. 93, j'ai dit, ouais. Sur Game Boy, et celui-là, c'est vraiment inspiré de Twin Peaks. On a même d'ailleurs des directeurs de Twin Peaks qui ont parlé en 2024 en disant qu'effectivement, ils avaient eu un échange autour de... C'est énorme. de C'est quand même Link's des Awakening. univers un peu différents. Bien sûr. Mais moi, je trouve ça assez, plus proéminent dans Majora's Mask. C'est vrai, ce côté un peu dark avec ses cycles, Bien sûr. ces cycles de jour. Il y a ce côté fin du monde qui approche, il y a vraiment tout cet aspect-là qui est présent. Et d'ailleurs, il y a un mariage qui est possible entre 2 personnages. Oui. Et ce mariage aurait été inspiré par le fait que dans l'équipe, il y avait un mariage qui se préparait, mais il y avait une crise en même temps en Corée du Nord avec des missiles. Et donc, il y avait un peu une atmosphère de fin du monde. Et ils se sont dit que ça pourrait être intéressant de le mettre aussi dans Majora's Mask. Donc, c'est vrai qu'il y a une atmosphère très, très particulière dans Majora's Mask, ce qui fait que beaucoup trouvent que c'est leur Zelda préféré, parce qu'il se démarque le plus des autres aussi. Ah, Stéphano pense que c'est ton j'adore. Zelda préféré. Ouais, je crois, ouais. Vraiment. Pour ça, j'ai- pour toutes ces raisons, pourquoi? Toutes ces raisons, parce que je trouve qu'en fait c'est un Ocarina of Time avec beaucoup plus de gameplay grâce aux transformations. Je trouve que les donjons sont plus aboutis, le monde à explorer plus beau, plus marquant, l'ambiance un peu sombre aussi m'a beaucoup plu. Et j'étais pas sûr tout de suite en fait, mais au fil des années, je me rends compte que c'est celui que je préfère refaire tout le temps. Je trouve que même toute l'idée autour du masque de Majora, Skull Kid, enfin je trouve ça très très bien. Puis même toutes les théories qu'il peut y avoir derrière, il y a beaucoup de théories autour du deuil, etc. Enfin c'est vrai que c'est un jeu qui je trouve est un peu plus profond que certains et ouais, moi il m'a toujours fasciné. Il me faisait peur quand j'étais petit, tout comme beaucoup évidemment, mais C'est j'ai vrai que moi, toujours adoré. rien que le visuel, était déjà. Il est cauchemardesque. Hein. La C'était lune, plus, ouais. c'était plus le gentil clair. Legend of Zelda Non, d'avant, et puis quoi. en fait, c'est un des jeux, peut-être le jeu qui te donne le plus de gameplay différent avec les transformations. C'est assez fou tout ce que tu as, l'exploration sous-marine et tout. Enfin, c'est trop bien. Et tu continues à le faire. Là, c'est un petit moment, je vais bientôt j'attends peut-être je sais pas, Pour les voilà. 40 ans, un énième Ouais, remake, voilà. ça pourrait être bien. Ouais, voilà. Oui. Je le Exactement. disais, on avait avec Stéphano, on a essayé de compter avant, dans les années 2000. Ah, il y en a beaucoup. Alors, on ne Ouais. parle que des jeux, on va dire, canoniques, pas les dérivés. Donc, on en était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux entre 2000 et 2009. Oui. J'arrête. Je ne vais pas en 2011 encore pour les 25 ans. Il y a un peu de tout dans les années 2000. Alors, tu parlais de Minish Cap. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, personnellement. J'adore ce jeu. Ouais. Je trouve Et toi, que je sais que c'est- t'adores. Ah, j'adore ce jeu. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Raconte-nous en une phrase ce qui est. En fait, C'était un jeu Game Boy Advance. alors c'est c'est un ça jeu Game Boy Advance, mais il faut savoir que il a été fait par Capcom.
Capcom qui avait déjà fait les Oracles, qui étaient sortis précédemment sur Game Boy Color. Donc c'est un jeu qui est assez à part, qui mise davantage sur l'action aussi. Il y a beaucoup plus de phases de combat par rapport à d'autres titres, et qui reprend un petit peu l'esthétique malgré tout de Wind Waker, même s'il s'en écarte. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est magnifique. C'est la quintessence de la 2D comme sait le faire Capcom à cette époque. Et je trouve que c'est un titre qui est plaisant de bout en bout et qui nous fait, en fait, la mécanique qui est centrale, je trouve, est aussi assez intéressante, mais elle nous fait rapetisser et ça change tout de suite le gameplay, ça change les endroits qu'on visite aussi. Il y a souvent cette idée de plusieurs mondes dans les jeux Zelda, mais je trouve que là, le fait de l'insérer au sein même d'un monde qu'on parcourt déjà, je trouve que c'est assez intéressant pour la licence. Toi aussi, Minish Cap ? Ouais, j'aime beaucoup, puis il vieillit pas en fait. Il vieillit pas. Le style, il vieillit pas du tout. Tout le concept des mini, Xelo, non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis les donjons aussi sont très très cool. T'as 2-3 donjons qui sont quand même très, très forts, je trouve. Oui. Et ouais, non, franchement, Minish Cap, c'est un des meilleurs Zelda 2D, c'est sûr, certain. Ouais. Mais quand on est fan de Zelda dans les années 2000, il faut quand même avoir toutes les consoles. Oui, les consoles Il y en a, portables, il y en a pour consoles tout le monde, de hein, sur les salon, Game Boy, surtout. On n'a pas parlé d'un jeu, là, tu en as parlé très vite, c'est Wind Waker. Ouais. Wind Waker, quand il sort, il fait un peu débat. Ouais. Il sort en 2002, il arrive avec un style cel shading qui, alors tranche, comme tu l'as dit tout à l'heure, Tamalou. Ça fait. Nintendo aime bien changer de style et tout. Pourquoi est-ce qu'il est, Sylvano, pourquoi est-ce qu'il fait autant de débat ? C'est quoi, Alors, le fond, la Je forme ? pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a juste la surprise en elle-même, parce que jusqu'à maintenant, on n'était pas forcément habitué à avoir un Zelda comme ça. Et il y a aussi, je pense, la volonté de beaucoup de gens, à tort ou à raison, mais de vouloir un Ocarina of Time en plus beau. Il y avait eu même quelques années avant des démos techniques de ce que pourrait donner un Zelda sur GameCube, où on voyait un combat entre Link et Ganondorf et tout. Donc, je pense que les gens s'attendaient juste pas à ça. Ils s'attendaient plus à un Twilight Princess, par exemple, ce qui expliquera aussi pourquoi je pense que le jeu derrière était tant apprécié. Mais ça a été vraiment au début, moi je me rappelle quand même effectivement que ça faisait beaucoup débat. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus vraiment de débat. Tout le monde Il a eu reconnaît sa que le version jeu est. HD. Tout Même, va bien. même, je trouve que c'est intéressant. Enfin, c'est un jeu. La version que vous voyez derrière nous, c'est la version HD. Hein. Ouais. Il était beau pour l'époque. Même de base, ouais. Et il était beau déjà, mais là, c'est la version upgrade. Ouais, là, c'est un jeu qui a été très mal reçu à l'époque par les journalistes, par les joueurs. Et à partir du moment où ils posaient les mains dessus, à chaque fois, l'avis changeait et tout le monde disait en fait, c'est quand même un grand jeu. Oui, oui. Et ce qui est très intéressant à étudier, je trouve, c'est de voir qu'au fur et à mesure des années, le rapport de force est inversé. Parce que Twilight Princess est très bien vendu, lui, à sa sortie. Mais désormais, je trouve qu'il est davantage mis en retrait et que Wind Waker, par contre, est beaucoup plus mis en avant. Et on voit qu'il y a vraiment eu une évolution de la part des joueurs, de la part des critiques. Et ça, c'est un peu dû, selon moi, au fait que Wind Waker répondait à une volonté créative, là où Twilight Princess répondait à une volonté des joueurs. Ouais. C'est vrai que Twilight Princess est le jeu des 20 ans. Il y a ça aussi. Oui. Il sort en 2006. Et on revient un peu, comme tu disais, alors pas aux fondamentaux, mais à quelque chose de plus sombre, plus réaliste. Wind Waker, déjà l'appel du large, je pense que ça avait un peu surpris. Il pose quand même les codes, Wind Waker, de beaucoup de choses qu'on verra après Oui, bien sûr. dans Zelda. Twilight Princess, vous en gardez un moins bon souvenir aujourd'hui ? Ok, d'accord. Non, Non, mais j'ai compris, les gars. Il a des donjons incroyables, Ouais. il a des passages qui sont très bons. Il a un début très poussif, par contre, Ouais. en revanche. Et moi, j'ai un peu de mal parce que je trouve que justement, c'est ce que je disais, il répond trop aux joueurs et il répond trop à une époque un peu émo, un peu gothique, tout ça. Enfin voilà, ça fait un peu le Zelda de l'adolescence, je trouve. Ouais. Voilà, avec la mèche rebelle. Et je dis pas que c'est un mauvais Zelda. De toute façon, il n'y a aucun mauvais jeu Zelda. Mais je trouve que par rapport à un Wind Waker, dont on voit encore l'impact sur Breath of the Wild, parce que Wind Waker HD a inspiré Breath of the Wild aussi, quand il y a eu Wind Waker HD. Donc c'est pour dire à quel point le jeu était en avance sur son temps. Ouais. Twilight Princess, ça fait un peu cahier des charges. Et moi, c'est ça qui me fait avoir moins d'affect pour celui-là. Il n'est pas dans ton top 3, clairement. Ah, il non. n'est pas dans ton top 3. Je pense que c'est très générationnel aussi. Moi, par exemple, je vois sur les gens qui me suivent, ils veulent tous un retour de Twilight Princess. Et à chaque Tu sais fois, qu'on entend beaucoup parler de ça dans les remakes demandés pour les 40 ans. Je demande quel âge vous avez, c'est quoi votre premier Zelda ? Ah, c'est Twilight Princess. Je dis bon, très bien. Voilà. C'est les souvenirs. En fait, je suis totalement d'accord avec toi. Twilight Princess, en vrai, si on le prend juste lui, il est très bon. Oui. C'est peut-être le plus Zelda des Zelda, entre guillemets. Il coche toutes les cases, il fait tout bien.
Mais justement, est-ce que c'est pas un peu trop, justement, C'est un peu trop Zelda. Ocarina of Time moderne, on corrige tous les défauts, on le rend plus beau. Moi, c'est ce que je dis. Plein de gens qui ont découvert, par exemple, la saga avec Breath of the Wild et qui veulent découvrir l'ancienne formule, je leur dis, en soi, Twilight Princess, c'est très bien parce qu'il coche tous les trucs, mais ça va pas être le plus créatif, quoi. C'est celui qui a le moins de enfin pas le moins de personnalité, mais qui Il a des personnages attachants quand même. Il a Midona, il a la proposition du Link qui se transforme en loup, il a des très bons donjons, effectivement. Même Ganondorf est incroyable. Très très bien, et puis il y a vraiment toute une suite du lore, donc il est très bien. C'est juste, effectivement, je trouve qu'il manque un peu d'identité à soi, qui fait que... Là où Wind Waker est totalement cabossé, hein. C'est un jeu qui est inachevé. Oui, il manque des donjons et tout. Qui est vraiment totalement imparfait, mais moi, ça fait partie de mon top 3, voire souvent de mon top 1. Tu disais que Majora's Mask, c'était le jeu que tu voulais te refaire. Moi, à chaque fois que c'est l'été, j'ai juste envie de relancer Wind Waker. J'ai juste envie de le relancer à chaque fois. Tu vas donner envie à tous les gens repartir sur l'île de l'Aurore, rester avec la grand-mère cette fois-ci, pas prendre le bateau. Moi, c'est vraiment, j'ai juste envie de ça à chaque fois. Mais c'est vrai que les années 2000, elles posent beaucoup de choses. Donc tu dis Wind Waker, beaucoup de sujets. Moi, je trouve que c'est une année. Alors, c'est une décennie, ça part dans tous les sens. Il y a des jeux dans tous les sens, mais qui pose les bases de ce qui arrive derrière sur la narration, sur l'appel au grand air. C'est-à-dire qu'on a des mondes ouverts vraiment qui divergent. Et quand on arrive dans les années 2000, là, ça va partir dans tous les sens. Alors, c'est les 25 ans. C'est aussi la période, je pense que ça vous l'avez vu, vous, où Nintendo accepte aussi de parler des origines de la légende. On a ce Hyrule Historia qui sort, où on nous dit enfin, mais qu'est-ce donc l'histoire de Zelda ? Et Skyward Sword qui sort avec la Wii et qui, là, nous raconte la légende de tout, de l'époque. Est-ce qu'on sait enfin vraiment ce que c'est que Zelda ou c'est fini C'était un peu le bazar quand même, hein, les 2 décennies avant. Ouais, en fait, ils ont officialisé la timeline, ce qui a permis un petit peu aux gens de... Il y avait beaucoup de théories de se dire quel jeu se passe après lequel et tout. Ils ont un petit peu officialisé tout ça. Il y en avait besoin ou pas ? Alors, ça rigole. Face à toi, ça rigole. Pour la petite anecdote, il y a 10 ans, j'ai eu l'occasion d'interviewer Eiji Onuma. Et je voulais poser une question en disant, la timeline, etc., comment vous arrivez à la mettre en place. Et on m'avait dit, pose pas cette question, ils n'aiment pas trop parler de la timeline. Parce que je crois que ce que lui m'avait répondu, on avait formulé la question différemment, c'est qu'en fait, Nintendo avait demandé à mettre une timeline, mais eux, ça peut les limiter un peu créativement. Parce que du coup, effectivement, il peut y avoir des incohérences, des choses comme ça. Disons que Skyward Sword a répondu vraiment aux origines, a expliqué beaucoup de choses, la tenue, la Triforce, le début d'Hyrule et tout. Donc ça, c'est incontestable que c'était, je pense, bien. Après, la timeline en elle-même, bon. On s'en moque. Tabalou, on s'en moque. Non, mais Zelda, c'est un jeu où à chaque fois, ce qui a motivé à créer un nouveau Zelda, c'est le gameplay. C'est telle nouveauté, c'est telle idée, on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait de rapetisser, c'est l'usage du cel shading avec Wind Waker, qui était déjà un peu présent avec Jet Set Radio, mais là, on essaie de s'en emparer côté Zelda. Qu'est-ce que ça peut nous donner ? Et je trouve que c'est vraiment... C'est ça, c'est la liberté créative qui guide les Zelda à chaque fois. Et donc, effectivement, ça peut les limiter. Et on sent que ça a été rapiécé, qu'ils ont mis des pansements, en fait, on fait plusieurs timelines. Ouais. Alors, c'est très bien et ça rend le tout encore plus intéressant. Il y a énormément de chaînes qui parlent de lore et qui le font très bien, je trouve, sur YouTube. On a notamment beaucoup de chaînes françaises autour de ça et c'est très, très bien. Maintenant, après... on sent que c'est pas ce qui les guidait de base. Oui, il n'y a pas une vraie timeline, il n'y a pas un graphisme dans les locaux pour dire on fait comme ci, comme ça et on place ça. Maintenant, il y a... ils sont obligés. Mais ouais. Voilà. Mais je voulais qu'on parle de Skyward Sword qui pose des bases. La décennie, on va passer vite dessus parce qu'il y a un jeu qui bouleverse tout, qui est à la fin de la décennie, qui est le jeu annoncé pour les 30 ans, qui sort en 2017, à cheval sur 2 générations de consoles. Bon, ça reste un autre débat. Qui est... Twilight Princess aussi. Mais moins marqué que la Wii U flop et la Switch. C'est clair. Moi, je l'ai fait sur Wii U, Breath of the Wild. C'est vrai. Moi, j'ai fait Breath of the Wild sur Wii U aussi à l'origine. Je l'ai fait sur les deux. Je voulais rentabiliser ma console un minimum. Moi, j'ai beaucoup aimé la Wii U. Moi aussi. Ils ont ramené tous les jeux. Franchement, le catalogue de jeux était dingue. Et il y avait... Là, on est sur les débats consoles, mais pour moi... La Wii U n'a pas réussi à faire ce qu'elle a réussi à compacter dans la Switch derrière, mais la philosophie était la même. Mais arrive donc Breath of the Wild. Et là, c'est quoi ? C'est l'aboutissement de 30 ans de Zelda, c'est une claque, on part sur autre chose.
Je- Moi, je peux vous parler juste de mon expérience. À l'époque, je jouais à la Wii U, certes, mais je jouais beaucoup aussi à des jeux Xbox 360. Et on sortait d'une époque, je trouve, où tous les jeux étaient un peu grisâtres. Il y avait cette volonté Le filtre d'ultra-réalisme marron-gris, là. qui était présent. Ce fameux filtre. Et enfin, moi, Breath of the Wild, je peux le dire, il m'a fait à nouveau aimer le jeu vidéo. Je pense que j'étais dans un moment de creux où j'étais pas encore journaliste, hein, j'étais simplement de mon côté en train de jouer à des jeux. Et c'est le titre qui, déjà, rien qu'au début, en me faisant aller sur la plaine là, avec la première vision quand on arrive, m'a mis une claque. Et c'était voulu, hein, cette claque. D'ailleurs, ça reprend les visuels du manuel du tout premier Zelda. C'est clair. Et en fait, c'est pas, je trouve, on dit souvent c'est une révolution. C'est pas une révolution. C'est un retour à ce qui a fait la force du tout premier Zelda. Et c'est là où on parlait tout à l'heure du tout premier Zelda et de Une son sorte de impact. reboot spirituel. C'est une sorte de reboot spirituel avec la nouvelle technologie. Et d'ailleurs, leur prototype était fait sur le moteur du tout premier Zelda. C'est vrai. Donc, On est quand même 30 ans plus tard. Ouais, mais Technologiquement, il y a 10 univers d'écart, normalement. c'est quand même assez fou. Et puis ce côté où tu peux expérimenter. C'est un jeu, tu as un truc enflammé, tu le poses dans l'herbe, bah, ça s'enflamme. Et ça, on se dit oui, c'est tout bête, mais en fait, c'est énorme pour l'époque et pour le côté où vraiment on a cette sensation de jeu, d'expérimentation. Stéphano, pareil, toi, c'était une claque. Oui, ça a été une claque. Moi, j'ai une relation un peu particulière avec ce jeu d'amour-haine, mais je l'aime autant que je le déteste, mais pour plein de raisons. On pourra peut-être Pourquoi? Mais il faut que tu nous expliques. Non, mais je l'aime parce que le jeu est absolument incroyable. Il faut savoir que moi, déjà, de base, je suis pas fan des open world. J'avais très peur avant la sortie de ce jeu, et dans les 5 secondes, enfin, tu sors de la grotte, quoi. J'ai fait OK. J'ai dans la plaine du Pelou, là, j'ai compris direct. Mais en fait, non, je trouve le jeu absolument exceptionnel pour tous les points que tu as dit. Pour moi, les petits défauts de ce jeu, entre guillemets, c'est je trouve que la rejouabilité, disons que vu que la narration est plus décousue, t'es moins guidé, c'est moins linéaire, je trouve. J'ai plus de mal à le refaire que d'autres. En fait, t'es beaucoup plus lâché, t'es beaucoup plus libre. C'est ça le plaisir vraiment de la première découverte et de la première run. Mais sur le long terme, j'avoue, j'ai un peu plus de mal à y revenir. Et non, je dis relation d'amour-haine parce que le jeu est absolument exceptionnel. Je le range dans, pour moi, un des plus grands jeux qui ait jamais existé. Mais il a aussi fait basculer la saga dans autre chose. Et tous les jeux dont on parle avant, j'ai peur qu'on les revoie jamais. Je pense qu'on les reverra jamais, des jeux de ce style. Et du coup, indirectement, c'est parce que ce jeu a autant marché qu'on verra pas forcément des jeux un petit peu plus linéaires, un petit peu Tu reviendras pas à ceux qui t'ont Je plu pense pas avant. qu'on aura un nouveau jeu qui a marqué comme un Wind Waker ou un Ocarina ou. Eiji Aonuma a dit qu'il n'y aurait Il pas de voulait pas. retour en Voilà, en arrière. Et par rapport à ça. je peux comprendre parce que c'est vrai que la saga a pris une toute autre ampleur depuis. Mais donc, c'est vrai que je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Et alors, Tears of the Kingdom qui arrive des années après, alors, pareil, il y a un accueil mitigé sur c'est formidable et ça reprend la même recette en mettant un peu plus de verticalité. Vous en pensez quoi? Je trouve que c'est un bijou technique en termes de. Comment dirais-je on peut tout Ils ont refait un mesurer, moteur. la physique, non, mais la physique du jeu est folle. Je trouve l'histoire est très très cool. Après, c'est la même map. Moi, ça m'a toujours un peu bloqué. Moi, c'est un peu ce qui m'a bloqué aussi. Non, La c'est ce qui m'a créativité, bloqué. j'en avais un peu rien à faire, le côté. Je suis j'avoue. tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur le fait que et Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, d'ailleurs, ne sont pas des jeux qu'on refait. Ce sont des jeux qu'on expérimente une fois. Et moi, je sais que quand je faisais Breath of the Wild à l'époque, j'étais heureux d'avancer, de découvrir chaque zone. Mais à chaque zone que je découvrais, ça me rendait triste parce que je me disais, ça me fait une zone de moins à découvrir. Et je trouve que le refaire après, c'est toujours compliqué. J'ai essayé 5 ans, 7 ans plus tard, impossible. Et à chaque fois, je décroche. Et Tears of the Kingdom, du coup, il y a cet aspect où effectivement, bah oui, être sur la même carte, c'est décevant. Mais je trouve que les gens le réduisent bien trop souvent à un Breath of the Wild 1.5, alors que ce sont deux philosophies différentes. Dans un, c'est la création avec Breath of the Wild, et je trouve que Tears of the Kingdom, c'est la destruction de tout cet univers, avec justement tout qui éclate, il y a des failles de partout, et même on gravit plus les montagnes, on les traverse directement. Donc il y a vraiment, on va retourner la table, on va changer. Maintenant, est-ce que c'était suffisant après tant d'attentes? Je sais pas. Je peux comprendre aussi que beaucoup étaient déçus par ça. Vivement celui des 40 ans. Ouais. Et alors, Alors là. le dernier officiel de la saga, est-ce qu'on peut le mettre dedans? Est-ce qu'Echoes of Wisdom est dans la même philosophie? Il s'appelle Legend of Zelda aussi. Moi, j'ai beaucoup d'espoir suite à ça. Ouais. C'est ce qui te donne plus d'espoir? Parce que disons alors là, on que- est parti sur quelque chose de visuellement différent, Ouais. narrativement complètement fait, différent. Disons que Tears of the Kingdom, j'avais effectivement ce côté de me dire, bon, où est-ce qu'on va aller comme ça? Est-ce que tous les jeux seront un petit peu comme ça? Pour moi, les défauts de Breath of the Wild, notamment au niveau de la narration, n'ont pas été corrigés avec Tears of the Kingdom, voire pire, parce qu'il y a des souvenirs. En fait, la narration se fait par souvenir. Tu
peut tomber sur des souvenirs au bout de 2 heures de jeu, ça te spoil tout le jeu Oui, littéralement. c'est Donc, vrai. et donc ça, c'est quelque chose que j'avais moins aimé. Echoes of Wisdom, là où j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que oui, on joue Zelda, oui, c'est un peu du crafting, de posage d'objets et tout, mais c'est pas tellement pour ça. C'est on réintroduit des peuples comme les Mojo, par exemple, qu'on n'avait pas vu depuis des années. Il y a quand même si c'est un peu open world et qu'on peut aller un peu où on veut quand on veut, il y a quand même une narration beaucoup plus en direct. On te dit quoi faire, on te dit où aller. Les donjons, on est face à des nouveaux vrais donjons entre guillemets, parce que c'est un point qui moi m'avait un peu chagriné dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Je trouve que les donjons Tears of the Kingdom ça va encore, mais on a perdu, je trouve là vraiment l'aspect très créatif et difficile des anciens donjons. Et donc Echoes of Wisdom, il est pas parfait, mais je trouve qu'il refait ça, ce qui me donne de l'espoir en me disant bon bah voilà, ils vont peut-être dans la bonne direction. Maintenant, j'attends de voir un jeu comme Echoes of Wisdom avec un Link et en 3D. Je pense que ça peut être très, très, très fort. Est-ce que Zelda a le droit d'être l'héroïne de son propre jeu? C'est ça la vraie question, messieurs. Oui, bien sûr. Elle l'est déjà. Mais justement, c'est intéressant et je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un jeu qui porte beaucoup d'espoir pour les fans, ce Echoes of Wisdom. Et je trouve que, en fait, on nous a toujours fait penser que The Legend of Zelda, c'était incarner Link et c'était joué d'une telle manière. Alors, ça changeait un petit peu, on escalade au fur et à mesure avec Breath of the Wild. Mais là, on joue vraiment d'une autre manière pour le coup, parce qu'on doit se mettre en retrait, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, le seul reproche que j'ai avec Echoes of Wisdom, c'est que justement, il y a une transformation qui nous fait jouer Link. Oui. Et je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse de ce point de vue-là. Mais par rapport aux autres façons de jouer, je pense que ça, c'est une piste à creuser côté The Legend of Zelda pour la suite. D'accord. Et c'est un peu un problème qu'on retrouve aussi dans le dernier spin-off qui est sorti, Hyrule Warriors, où ça raconte le passé de Tears of the Kingdom, donc il n'y a pas Link. Mais ils ont trouvé un moyen de ramener un soldat qui se bat exactement comme Link. Exactement. Tu sens qu'ils veulent pas encore totalement l'enlever, quoi. Il est toujours là quand même. Ouais. Et justement, pourquoi est-ce qu'au bout de 40 ans, il est toujours là? On en parle toujours, vous, avec la même ferveur. Et qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que cette saga a apporté pour que 40 ans après, on soit toujours à attendre le prochain épisode? Je dirais qu'à chaque fois, ça a su se renouveler. Chaque fois, ça propose des histoires, des aventures qui sont similaires mais très différentes en même temps. Il y a toujours ce même fil conducteur qui est souvent le même, mais à chaque fois, ça va réinventer, ça va étoffer le lore. Les personnages, il y a souvent un personnage qui va être très attachant, une Midona dans Twilight Princess par exemple. Donc créativement, ça surprend toujours. En termes de gameplay, il y a très souvent un nouvel élément aussi. Donc en fait, à chaque fois, les gens ils ressortent contents parce que c'est toujours une nouvelle expérience. Il y a plein de raisons qu'on pourrait énumérer. Je pense qu'il y a aussi le côté où c'est un jeu qui est très bien fini à chaque fois. Côté Nintendo, on n'en parle pas assez, mais c'est la marque tous Nintendo, les jeux souvent. Zelda sont très bons en termes de gameplay. Et on le disait, c'est à chaque fois une volonté de faire un gameplay différent, de se renouveler. Et ça, forcément, en tant que fan, surtout quand on suit depuis longtemps, on a envie de voir où ils vont mener la licence, où ils vont l'emmener à chaque fois. Après, moi, je trouve à titre personnel que j'ai une sensation quand je lance un jeu Zelda que j'ai jamais quand je lance un autre jeu. Il y a toujours une espèce de frisson qui au moment où on voit l'écran titre, The Legend of Zelda. C'est comme si c'était à force une tradition, une légende qui nous appartenait nous aussi, qu'on se transmet de génération en génération. Et d'ailleurs, c'est l'une des sagas qui se transmet le plus aux plus jeunes. C'est quelque chose qui marche très bien avec les plus petits et à juste titre. Et c'est toujours accessible sans être trop facile. Tout à fait. Ni trop compliqué. C'est un jeu, je pense aussi, moi je suis de la génération qui a grandi avec Zelda. Alors en étant moins féru que vous, parce que j'ai joué à plein d'autres choses, mais j'ai des souvenirs du premier. Enfin, je sais que quand je relance le premier et que je galère aujourd'hui comme pas permis, je suis ravie d'aller sur des Breath of the Wild qui paraissent plus faciles. Est-ce que c'est la saga la plus respectée pour justement tout ce qu'elle a apporté, sans, honnêtement, on vient de passer 40 ans en revue, il y a beaucoup d'évolutions, il n'y a jamais un moment où on s'est dit « Ah, ça c'est un déclencheur technologique » pour autre chose. On le voit avec du recul, mais sur le moment, on n'a jamais eu l'impression d'une révolution technologique, et pourtant, on considère aujourd'hui que c'est une saga qui a beaucoup apporté aux jeux vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxe? Est-ce que c'est une licence de cœur ou est-ce que c'est... Alors, c'est une licence de cœur, mais je pense que la révolution technologique, on parlait d'Ocarina of Time tout à l'heure, c'est vraiment... Elle se fait ressentir plus qu'elle est impactante et visuellement là tout de suite. Je pense. Je pense. Et je pense que si ces dernières années on mange autant d'open world, c'est peut-être pas aussi pour rien. Avec pas seulement Red Dead, The Witcher, tout ça, mais il fait partie aussi des très grands open world qui ont inspiré derrière. Donc je pense que il y a eu des marqueurs. A Link to the Past aussi, dont on n'a pas trop parlé, qui est
j'allais dire presque le vrai premier Zelda dans la formule qu'on connaît, quoi. Trop de jeux, Zelda. C'est ça, mais Link to the Past, c'est vrai que tu as dit, et qui avait donné pseudo-suite avec Link Between... non. Link Between Worlds, qui se passe des années qui est un très bon jeu que je défendrai jusqu'à la fin aussi. Tes 3 jeux à faire pour les gens qui, par exemple, n'ont pas bien fait, connaissent pas bien Zelda. Ça dépend, tes 3 jeux. Ça dépend. Est-ce que tes 3 jeux de cœur. Mes 3 jeux de cœur, ok. Mes 3 jeux de cœur, je ne vais pas faire de top parce que sinon ça sera problématique et je vais devoir hésiter un peu. Mais je mettrai Breath of the Wild quand même parce qu'effectivement, on parlait d'open world, je trouve qu'on le ressent encore. Moi, mes 2 claques dans les 10 dernières années, c'est Breath of the Wild et Elden Ring. Et Elden Ring, on le sait, hein, ils ont beaucoup regardé ce qui se faisait aussi dans Breath of the Wild. Et je trouve qu'il y a un avant et un après Breath of the Wild. Donc voilà, moi je mettrais Breath of the Wild, je mettrais Wind Waker parce que c'est le jeu qui est tombé pile au moment où j'avais le bon âge, on va dire. Ouais. Et je m'en remets toujours pas de ce jeu. Je m'en remets toujours pas. Et après, en top 3, je sais pas. J'ai envie de mettre A Link Between Worlds justement parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve que c'est un titre qui s'empare de la légende Zelda et de Link to the Past pour proposer autre chose et qui se sert très bien de la 3D avec le fait de pouvoir se plaquer sur les murs. Donc voilà, je trouve que c'était un très bel hommage à toute cette époque de la Super Nintendo en tout cas. Ouais. Stéphane, alors on rigole avec Stéphane parce qu'on a parlé du lien entre Elden Ring tout à l'heure. Moi, je rêverais que pour un... On voulait un crossover entre Elden Ring et Zelda. Peut-être pas, mais j'adorerais qu'il retourne pour changer un peu de DA dans cette ambiance un peu Dark Fantasy et tout. Je trouve que ça irait bien. J'aimerais bien, mais bon. Mais alors toi, tes 3 jeux incontournables à faire de Zelda. Alors pareil, ce sera pas un classement, mais je dirais A Link to the Past. Ouais. Même, parce que vous êtes assez... A Link to the Past, moi j'adore. Majora's Mask, forcément. Même si Ocarina est plus marquant, mais pour moi, il fait tout mieux. Donc j'avoue que je préfère Majora. Et pour ce que ça a apporté à la licence en termes d'histoire, je dirais quand même Skyward Sword. Ouais, et je sais que des gens avaient eu du mal avec la maniabilité quand il était sorti, mais là, ils l'ont ressorti sur Switch. On peut le faire à la manette et tout. Et je le trouve quand même vraiment cool. Je trouve qu'il a une atmosphère vraiment à part aussi avec les îles célestes et tout. Donc c'est vraiment un jeu à faire pour moi. C'est le jeu le plus touchant, je trouve, de toute la licence. Le jeu le plus touchant. Et où la relation entre Link et Zelda est la mieux développée. Oui, justement. Clairement. Tout à fait. Non, donc... Ce personnage de Link qu'on a vu évoluer, pas seulement de gaucher à droitier, tout à fait. mais qui a beaucoup évolué. On va finir, on a bien traîné, mais je voudrais juste qu'on fasse 2 minutes sur les sorties Nintendo, comme ça on fait tout un package Nintendo cette semaine avec à quoi on joue. Juste avant ça, je vous montre quand même, parce que hop, on avait des petits ouvrages à vous montrer de chez nos amis de Jeux Vidéo Magazine. Pas Jeux Vidéo. Je suis désolée, Tamalou. Désolée, Momo qui vient sur Jeux Vidéo Magazine. En plus, non, c'est pas comme si c'était pas marqué. Sur The Legend of Zelda, c'était les secrets de la saga pour les 35 ans. Maintenant, tu nous prépares une vidéo pour les 40 ans. C'est ça, on prépare une petite vidéo et effectivement, ce livre, c'était un livre qui avait été coécrit avec Romain Dill, qui est assez connue dans la presse jeux vidéo. Pour moi, c'était vraiment un honneur de coécrire cet ouvrage avec elle. Grande spécialiste, Zelda grande spécialiste Nintendo, RPG, donc tout ce qu'on aime. Et en fait, on revient sur ces 35 ans justement à l'époque, hein, mais surtout on revient aussi, on essaie d'avoir une problématique autour de chaque jeu. Par exemple, par rapport à Link Between Worlds, j'en parlais tout à l'heure, c'est comprendre Link Between Worlds par rapport à Link to the Past. Donc, où on a fait tout un truc sur l'évolution visuelle aussi de Link à travers les âges. Voilà, c'est plein de problématiques qu'on s'est posées parce qu'on s'est dit de toute façon, on ne pourra jamais faire un ouvrage aussi compact autour de Zelda, c'est tellement vaste, donc on a essayé de... Ils sont sympas et t'ont mis qu'un seul jeu depuis. Voilà, c'est ça. 2. C'est ça, il en manque pas beaucoup. Ils sont sympas avec toi. Voilà, et ça, c'était mon petit coup de cœur pour ceux qui avaient reconnu la Game & Watch Zelda qui était sortie pour les 35 ans. 35 ans. À l'époque. Je voudrais qu'on parle vite fait de Mario Tennis Fever qui vient de sortir, parce qu'en attendant, désespérément, un nouveau Legend of Zelda, on peut jouer à Mario Tennis qui vient d'arriver. C'est quoi ton avis ? Moi, j'ai adoré ce Mario Tennis Fever. J'avoue que je trouve que la licence Mario Tennis, depuis Mario Power Tennis sur GameCube, c'était un peu perdu. Il y avait souvent cet aspect ultra réaliste qui était présent. Et là, je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre. Il y a un côté très arcade. C'est un jeu qui est extrêmement fun à plusieurs. Vraiment, jouer à ce jeu. Et ça, c'est dû au fait qu'ils ont introduit un système de raquettes frénétiques, ils appellent ça en français, où en fait, vous allez pouvoir choisir différents pouvoirs vis-à-vis de votre raquette, ce qui va créer des aléas sur le terrain.
Donc ces aléas vont pouvoir arriver par-ci par-là, mais ces aléas, même si vous les lancez, l'adversaire peut aussi vous les renvoyer s'il rattrape à voler. Donc il y a tout un jeu qui se met en place et essayer de faire des crasses à l'adversaire. Il y a un côté très Mario Party dans ce Mario Entre Tennis. Mario Party et la philosophie Mario Kart appliquée au tennis. C'est ça. Ça vient de sortir. C'est que Switch 2. C'est que Switch 2, par contre. C'est que Switch 2. Il y a une partie solo qui est quand même un petit peu développée. Bon, il y a le mode aventure qui est juste un tuto, en fait. Faut pas trop en demander. Mais à plusieurs, en tout cas, il faut savoir que c'est un jeu essentiellement multijoueur. Si vous avez l'occasion, moi, je vous conseille d'essayer. À plusieurs, moi je sais que ça va aussi avoir sa place au milieu des Mario Kart, des Smash et des éventuels Mario Party avec mes potes. Bon bah écoute, super. Et on termine avec ceci. Voilà, ça se met comme ça normalement. On est très bien. C'est le Virtual Boy qui était sorti. Alors moi je l'avais testé quand il était sorti dans les années 90. Ouais. C'était compliqué. c'est pour faire de la 3D d'époque. C'était à l'époque, on peut le dire, un des plus gros flops de Nintendo, qui ressort là avec la Switch 2 et un magnifique abonnement Nintendo Switch Online et pack additionnel, parce que pourquoi pas. 80 balles pour la version, pour la version pas physique mal de frais, pas mal de frais. à connecter à votre Switch 2. Sinon, il y a la version carton. Et alors, cette nouvelle version, toi, tu as fait vite fait un premier aperçu avant nous. C'est ça. Alors, j'ai pu le tester. J'avoue que moi, au bout de 5-10 minutes, j'avais très mal au crâne. Voilà, donc je tiens à prévenir les gens. C'est une console. C'est particulier. Ouais, c'est très, très particulier. Et moi, je sais que je ne suis pas trop VR aussi de base. Donc, même si ça n'a rien à voir avec la VR, mais le fait d'avoir un écran aussi proche des yeux, j'ai beaucoup de mal. Et oui, c'est en rouge et noir. Donc, comme dirait Jeanne Masse, il n'y a pas de suite à cette phrase, mais c'est assez compliqué à voir et je trouve que très vite on a des vertiges. En tout cas, je n'étais pas le seul à partager cette impression. Maintenant, est-ce que c'est un indispensable pour les collectionneurs comme moi ? Oui, je pense, parce qu'il y a un côté hommage. Et encore une fois, ce qu'on disait, c'est le plus gros flop de Nintendo. C'est génial d'avoir osé le ressortir. Il ressort ça. Je trouve ça fabuleux. Ça marche bien et qu'il y ait ce côté rétro que les gens veulent avoir cette fois. C'est ça. Toi, tu vas t'y mettre ? Tu vas le tester, forcément. Oui, je vais le tester, ouais. Mais écoutez, moi j'avais fait le premier et c'était compliqué très vite aussi. Donc j'espère que celui-ci sera de meilleure facture, mais c'était compliqué le premier Virtual Boy, le vrai. Messieurs, on est arrivé au bout de cette émission et comme on l'a dit tout à l'heure, il aurait fallu 4 heures pour parler des 40 ans. Merci, un énorme merci à vous deux d'être venus partager votre folle connaissance de la saga. Tamalou, on te retrouve sur Jeux Vidéo Magazine. Tout à fait. Vidéo et écrit pour parler de Zelda. Tu vas avoir de quoi faire. Exactement, là je vais être bien occupé. Ouais. Et si Fano, on te retrouve, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur ma chaîne YouTube. Sur ta chaîne. Des vidéos quasi quotidiennement. Et on attend effectivement peut-être quelque chose autour de Zelda pour reprendre, mais il va sûrement y avoir des choses de mon côté à ce niveau-là. Et normalement, si c'est bien fait, ils vont nous annoncer un Nintendo Direct pendant qu'on enregistre cette émission en avance. Exactement. Non, normalement, c'est pas prévu, c'était ma grosse angoisse. Mais normalement, c'est bon, on sera à l'occasion d'une autre émission. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'être venus. Merci à vous toutes, à vous tous, d'avoir regardé cette émission. Vous pouvez la retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site BFM Tech et la chaîne YouTube BFM Tech, ainsi que sur la plateforme RMC BFM Play. Et évidemment, en podcast partout. Eh bien, c'est fini pour les 40 ans. Il y a encore d'autres anniversaires de Nintendo qui arrivent très prochainement. On s'en parlera de Pokémon et tout. Puis, on a toujours un œil sur Resident Evil Requiem qui arrive très très vite. En tout cas, jouez bien et à très très vite.